Et nous allons tout de suite à Bercy, puisqu'Annie Genevard, la ministre, est en train de s'exprimer. Pour nos filières, qui s'ajoute à une situation nationale fragile, crise climatique, crise sanitaire. Donc on a là tous les ferments de déséquilibre profond qui sont inquiétants. Alors cet accord, il est encore largement méconnu dans ses détails, dans ses modalités d'application. Ce que l'on sait, c'est que il y a plusieurs secteurs qui sont possiblement exposés. Nous exportons à peu près 5 milliards de produits aux États-Unis issus de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. C'est presque 4 milliards pour les vins et les spiritueux, et puis un autre milliard pour la filière des produits laitiers et des produits d'épicerie. Si nous appliquons 15% à l'ensemble de ces productions, c'est possiblement plus de 800 millions qui peuvent affecter la consommation locale dans les pays où nous exportons. Donc le niveau d'inquiétude, naturellement, est maximal. Donc les filières nous ont dit leurs préoccupations, leurs attentes, notamment dans le secteur des vins et des spiritueux, où l'on espère vivement un accord 0 pour 0. Je veux rappeler que, évidemment, ce contexte est défavorable pour nos filières, mais il l'est aussi pour les Américains eux-mêmes. Et donc, j'espère que, en tout état de cause, 15%, ça n'ira pas au-delà, que c'est véritablement un plafond, et que pour certaines des filières, nous serons à 0 pour 0, parce qu'il en va de la pérennité, véritablement, de certaines filières qui sont déjà impactées par les taxes chinoises et qui connaissent des difficultés structurelles. Je pense à la filière viticole, qui connaît un problème de volume de production, un problème de déconsommation. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et nous sommes naturellement en attente de connaître la configuration exacte de ce projet d'accord. Je ne sais pas si... Oui. On parle de quelques jours. Je ne peux pas vous répondre précisément. Alors d'abord, un accord qui est déséquilibré, car il est déséquilibré aujourd'hui, doit susciter d'intenses négociations en vue de le rééquilibrer précisément. L'action doit être diplomatique. Et l'Union européenne doit prendre toute la mesure des conséquences que cela emporterait sur nos filières. Avant de parler d'aide, il faut déjà travailler au terme de cet accord. Maintenant, vous le savez, l'État ne s'est jamais dérobé dans son soutien aux filières, mais vu l'ampleur que cela suppose, puisque je le rappelle, pour la filière agricole agroalimentaire, c'est 5 milliards de production, 5 milliards d'exportation, c'est considérable. Une attente très forte du secteur concerne également la simplification et l'amélioration de la compétitivité. Ça ne compensera pas forcément complètement, mais c'est une attente extrêmement forte et je pense qu'on ne peut pas s'y dérober. C'est le sens de ce que nous défendons aussi à l'Union européenne et je crois pouvoir dire que le commissaire Hansen, comme donc, commissaire à l'agriculture, comme du reste le commissaire en charge du commerce, sont bien dans cette trajectoire de simplification et d'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. En tout cas, il y a une chose qui a été dite très clairement et par toutes les filières, on ne peut pas ne pas exiger des Américains une réciprocité des normes. C'est un point tout à fait important. Ce qu'on exige de nos propres producteurs doit être de même exigé de la part des pays qui exporteraient vers le continent, vers l'Union européenne. Pardon ? En tout cas, il vaut mieux prévenir en la matière. C'est du reste la règle absolue que nous devrions avoir avec tout accord de libre-échange. Bon, là, en l'espèce,
bien sûr, avec les Américains, ce projet d'accord qui nous est en quelque sorte imposé. Personne n'a voulu de cette augmentation des droits de douane, qui, je le rappelle, sera préjudiciable pour nous, pour nos propres producteurs, nos propres industriels, mais préjudiciable pour l'ensemble de l'économie européenne et pour l'économie américaine, j'en suis convaincue. Ça n'est pas signé. À date, ce n'est pas signé. Il y a eu un accord, facialement, une volonté de toper sur un projet d'accord. Mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent et qui méritent d'être absolument éclaircies. Justement, pourquoi sans avoir la dette faible, sans avoir plus de précision sur les exemptions? Les États ont délégué à l'Union européenne, à la Commission, la responsabilité de conclure des accords. C'est ainsi. On peut le déplorer, mais c'est la règle aujourd'hui qui prévaut. Et bien entendu, avoir la délégation des États pour conclure des accords n'exclut pas que l'on échange entre États membres pour savoir si cet accord et ces échanges se font et auront lieu singulièrement sur ce projet d'accord. En tout cas, c'est indispensable et nous le demandons. Vous disiez espérer un accord 0 pour 0, oui. En ce qui concerne les vins et spiritueux. Qu'est-ce que vous savez de l'avancée des négociations sur ce sujet-là en particulier? Moi, j'en suis réduite à un niveau d'information qui n'est pas loin du vôtre. C'est-à-dire qu'on nous dit que, selon toute probabilité, il pourrait y avoir un accord 0 pour 0 pour les spiritueux. Pour les vins, nous n'en savons rien. Vous voyez, donc tout cela, en réalité, ce que cela veut dire, c'est que tout est encore ouvert à la négociation. Et c'est cette négociation qui doit être conduite très fermement pour protéger nos intérêts. C'est le devoir de l'Union européenne que de protéger les intérêts des producteurs. Parce qu'il en va de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, tout comme celle de la France. Bonjour. Envisager des mesures de rétorsion sur des biens américains ou sur des services américains, par exemple au GAFAM? C'est une question qui se pose. Vous la poserez sans doute à ma collègue en charge de ce domaine. Mais si par exemple il y avait des taxations sur les produits agricoles, est-ce que vous prendriez en retour des taxes sur d'autres biens ou des... Bon, on a évité l'escalade. C'est-à-dire que dans les mesures qu'on aurait pu opposer, il y avait, on le sait, des chiffons rouges pour les Américains. On a évité l'escalade des mesures de rétorsion qu'on aurait pu avoir sur le soja, par exemple, qui est une grosse production américaine, mais qui aurait renchéri le coût des aliments pour nos éleveurs. Donc il faut calibrer quand même les réponses. Vous le savez, ce n'est un mystère pour personne, la France avait une position plus dure que la Commission européenne. Nous sommes membres de l'Union européenne et il faut pouvoir naturellement marcher de concert. Voilà, je vous remercie. Donc on vient de tenir une longue réunion avec les fédérations professionnelles. On était avec Laurent Saint-Martin, ministre chargé du commerce extérieur, Nathalie Delatte, ministre du Tourisme, Véronique Louwagie, ministre du Commerce, Clara Chapa, ministre de l'Intelligence artificielle et du Digital, Amélie de Montchalin va peut-être nous rejoindre, ministre des Comptes publics, et Marc Ferracci ne peut pas rester avec nous, ministre de l'Industrie. Et Annie Genevard, qui est déjà venue vous parler. Donc voilà, une forte représentation ministérielle pour écouter les fédérations. Qu'est-ce que nous en retenons? D'abord, un soulagement d'avoir évité une escalade commerciale et d'avoir évité des tarifs à 30% qui auraient pu s'appliquer à partir du 1er août. Déception qu'on arrive à un accord à 15%, tout en notant que ces 15% sont déjà en place depuis le mois d'avril, puisque les 10% annoncés en avril s'ajoutaient au taux existant. Et puis demande que le plus rapidement possible, et nous y travaillons évidemment avec Laurent Saint-Martin et avec la Commission, à ce que soient clarifiées les exemptions, puisqu'au-delà de l'aéronautique, un certain nombre de secteurs feront l'objet d'exemptions. Il est très important évidemment
pour les professionnels que tout cela soit clarifié. Nous avons aussi rappelé l'agenda du gouvernement et l'agenda européen, qui est un agenda de soutien aux entreprises, de simplification des normes, de simplification de l'accès au financement, de protection, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi les offres venant de la Chine, et l'Union européenne se protège dans le domaine de l'acier et va traiter d'autres secteurs comme l'automobile, comme la chimie, ce qui est une dimension évidemment importante sur laquelle nous allons continuer à travailler. Enfin, l'information, c'est absolument clé. Donc, je veux annoncer un site qui va être à la disposition des entreprises, mesures-commerciales-états-unis@dgtresor.gouv.fr. Parce que les travaux vont évidemment continuer, puis les entreprises fonctionnent évidemment pendant l'été, et toutes les préoccupations qui ont été évoquées vont être relayées par les ministres et moi-même auprès de la Commission européenne, de façon à ce qu'elles soient prises en compte, puisque je rappelle que les négociations avec les États-Unis d'Amérique ne font que commencer sur la base de l'accord qui a été mis en place dimanche par le président Trump et la présidente von der Leyen. Et voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Oui, Marc. Nous préparons un projet de loi de finances dont les grandes lignes ont été présentées par le Premier ministre le 15 juillet, dans lequel nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter les charges des entreprises, de ne pas augmenter les impôts et de continuer à avoir une politique qui soutient le développement des entreprises. Nous mettons par ailleurs en place des mesures favorables au financement de l'économie. Je veux juste rappeler que nous avons mis en place avec nos partenaires européens un label Finance Europe, de façon à ce que les investissements des gestionnaires d'actifs des fonds soient ciblés vers l'industrie, vers les entreprises européennes, et que nous allons continuer à travailler avec l'Union européenne à la mise en place d'un marché unique des capitaux. Et nous pensons que cela peut avoir des effets positifs. D'ailleurs, je veux rappeler le bon résultat de notre économie au troisième trimestre avec une croissance de 0,3%, ce qui montre que nous avons des entrepreneurs extrêmement engagés et extrêmement, extrêmement solides. Sur la table maintenant pour que les États-Unis fassent des concessions dans l'accord qui est négocié actuellement. Monsieur le ministre. Bon, la position de la France depuis le début vis-à-vis de la Commission européenne a toujours été claire. Et les propos qui ont été rapportés du président de la République vont parfaitement dans ce sens, c'était de mettre toutes les possibilités que l'Europe a dans une négociation pour que l'issue soit la plus favorable possible. Et vous avez bien vu que ce qui a été à l'ordre du jour de l'accord politique, plus que commercial d'ailleurs, en Écosse dimanche dernier, concerne les biens. Et que, effectivement, travailler sur la balance des services ne doit pas être exclu. Et c'est ce que la France dit depuis plusieurs mois. Donc ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau de notre part dimanche soir, c'est tout simplement la continuité de la discussion que nous avons avec les autres États membres et avec la Commission. Si la volonté de Donald Trump était de rééquilibrer la balance des biens, alors je crois qu'il n'y a pas de tabou à avoir sur la balance des services également. Est-ce qu'il n'y a pas d'ouvrir l'accord si vous mettez un instrument sur la table qui n'a pas été sorti pendant la négociation? Non, je crois que l'accord sur les biens qui a été présenté dimanche soir est une chose, et je crois qu'il ne doit pas être empêché pour les États membres et la Commission de continuer à travailler sur cette logique de rééquilibrage. Et je pense que c'est ça aussi, se montrer aux yeux du monde comme une réelle puissance commerciale, économique et politique. Alors, je redirai un mot de complément à ce qu'a dit le ministre, qui parlait du rééquilibrage en matière de services, mais vous avez évoqué, cher Marc, le sujet de la règle anti-coercition. Dès lors que nous avons un accord sur les biens, il n'y a plus de coercition, puisque nous avons un accord.
Donc, en revanche, l'instrument anti-coercition, dans l'environnement actuel, ne s'applique plus. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Sa prise de parole diffère de celle que vous avez tenue ces derniers jours. Il semble regretter cet accord. Vous avez estimé que c'était un entremât. Est-ce que vous êtes vraiment sur la même ligne du président Macron? Est-ce que vous constatez aussi que l'Europe n'a pas été suffisamment? Je suis évidemment sur la même ligne que le président de la République. Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a celle de la méthode de négociation qui, dans l'organisation de l'Union européenne, n'a pas donné peut-être autant d'énergie ou de vigueur dans certaines phases. Et c'est ce qu'a dit le président de la République quand il a dit que nous devons améliorer notre capacité à être craints et à peser dans les négociations. Il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que l'accord que nous avons est le meilleur accord possible? Quand je compare à ce qu'ont obtenu la Chine ou d'autres pays, nous sommes à 15% et nous aurons des exemptions. Et par ailleurs, je suis évidemment très heureux de l'accord qu'ont obtenu nos amis britanniques, mais dans certains domaines, ils ont dû consentir des éléments que nous n'aurions peut-être pas accepté. Et donc, on verra quand l'ensemble de cette séquence sera achevé. Mais je ne suis pas certain qu'avec d'autres méthodes, nous aurions pu parvenir à un meilleur accord, puisqu'on voit bien que pour l'essentiel, 15% est aujourd'hui le plancher, et que non seulement nous devrions avoir 15%, mais dans certains secteurs, encore une fois, un zéro de part et d'autre. Et pardon, si vous me permettez de compléter, il est faux de dire, comme on l'entend depuis dimanche, que l'accord du Royaume-Uni leur est plus favorable que l'accord de l'Union européenne. Ça, c'est important. Facialement, 15% et 10% ne s'arrêtent pas au contenu global des accords. Et si vous voulez, on prendra le temps de le regarder dans les détails. Et il reste encore effectivement des éléments de négociation. Mais il est faux de dire que le Royaume-Uni a un meilleur accord que l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur la question des propos du président de la République, c'est que la ligne française n'a pas varié. La ligne française, encore une fois, depuis plusieurs mois, a été d'assumer un rapport de force avec un pays ami, avec un pays allié, avec un pays partenaire, mais qui a provoqué une tension commerciale qui n'était pas le souhait européen. Et il est vrai, en revanche, que la voix de la France n'a pas toujours été celle de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et que nous avons discuté ensemble pendant des mois et des mois lors des différents conseils. Mais la voix du gouvernement français, du président de la République et des ministres a toujours été constante. C'était qu'il nous fallait mettre toutes nos forces sur la table pour pouvoir créer le meilleur rapport de force possible. Et c'est cela que le président de la République a voulu rappeler en disant qu'effectivement, être craint, c'est aussi une question de crédibilité et de démonstration de puissance. Manifestement, ce que le président n'a pas été écouté. Il y a un mois à Bruxelles, la Commission européenne disait si les États-Unis mettent 10% pour la loi, il faudra mettre aussi nous 10%. Manifestement, ce n'est pas ce qui se passe. Ça veut dire que la voix du président n'a pas été suffisamment entendue plus longtemps. Il y a une phase de négociation où vous avez pu être surpris parfois que nous ayons nous-mêmes des relations directes avec nos homologues américains. Et je vous le confirme, parce que nous avons rencontré avec Laurent Scott Bessent, Howard Lutnick, Jamieson Greer notamment, et le président Trump, mais avec le président de la République. Et donc nous avons tenu des propos extrêmement vigoureux qui ont contribué aussi en liaison avec Maroš Šefčovič, le négociateur de la Commission, à ce qu'on aboutisse à l'accord auquel on est aujourd'hui. Dans une phase de négociation, il y a forcément des propos vigoureux. Le président Trump lui-même a parfois eu des propos vigoureux qui finalement ne sont pas reflétés dans l'accord auquel on est aujourd'hui. Ça s'appelle une négociation. Ça s'appelle une négociation à 27, portée par la Commission européenne qui a la compétence exclusive, toujours très important de le rappeler, et mandatée par les 27. Et si nous assumons parfaitement que la voix de la France a été l'une des voix les plus claires sur la nécessité de construire un rapport de force, je pense que maintenant il faut regarder devant nous. Et nous, notre ligne restera constante. On veut faire de l'Europe la puissance qu'elle est et le démontrer. Et donc l'agenda de compétitivité, maintenant, c'est une priorité. L'agenda industriel, c'est une priorité. Et la diversification commerciale, que j'ajoute également aux priorités que le ministre Lombard a évoquées, est une priorité aussi. Et donc les accords commerciaux que nous devons faire avec le reste du monde, c'est aussi évidemment une conséquence directe qui doit s'accélérer par rapport à la situation de tension tarifaire qui a été construite par les États-Unis. Il y a une question là ? Pour l'instant, la certitude qu'on a, c'est l'aéronautique. Est-ce qu'on espère plus
Il n'y a pas de certitude absolue tant que l'accord n'est pas signé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord signé et on va laisser la négociation se dérouler. Mais ce que nous poussons de façon très claire, c'est une exemption pour le secteur également des vins et des spiritueux, en plus de l'aéronautique. Est-ce que c'est à qui la réunion aujourd'hui? Est-ce que vous avez et c'est quoi la suite? On a eu des détails sur l'impact de l'accord tel qu'il s'oriente dans les différentes filières, qui est très différent selon qu'on parle du tourisme, du digital, de l'agroalimentaire. La ministre Agnès Genevard était là. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement précieux et on a pris beaucoup de notes. Ça va alimenter d'ailleurs les réflexions et le dialogue que nous aurons ensuite. Et puis ce dialogue, il va se poursuivre à la rentrée. De façon à être attentif à la façon dont l'ensemble de l'environnement réglementaire, de la construction européenne va permettre d'accompagner certains sujets. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait dans le cadre de l'Union européenne regarder comment protéger certaines industries. Et ça, c'est quelque chose dans un monde où la règle de l'ouverture commerciale absolue qui prévalait auparavant est derrière nous, va nous pousser à modifier un certain nombre de politiques. Et ça regarde l'Union européenne et la Commission européenne. On n'en est absolument pas là. On va déjà terminer la négociation sur les biens. C'était une des questions posées par nos interlocuteurs des filières. Le 1er août, il y a déjà le fait qu'on ne passera pas à 30%, ce qui pour l'ensemble des entreprises est quand même une très bonne nouvelle. On n'est pas loin de 15% puisque en avril on a ajouté 10% aux tarifs existants. Ensuite, il s'agit de tarifs appliqués par les douanes américaines aux importations venant d'Europe. Donc c'est aux Américains de faire évoluer leur législation, leur réglementation et nous serons informés. Mais l'accord, encore une fois, date de dimanche et aujourd'hui on n'a pas le détail de la mise en œuvre et du calendrier de mise en œuvre de cet accord. En tout état de cause, il ne peut y avoir de mise en application sans accord commercial sur base légale. Nous n'en sommes pas là. Ça dépendra de la base légale sur laquelle sera construit justement cet accord. On n'en est pas encore là. Mais du côté européen, nous gardons les 2 paquets de mesures à 22 milliards et celle qui est en train d'être finalisée aujourd'hui, tant que nous n'avons pas conclu. Absolument. Donc, sans être aussi craint que le souhaite le président de la République, voilà, nous ne sommes pas naïfs. Sur l'agriculture, concrètement, il semblait ne pas savoir plus que nous. Il y a un point important pour l'agriculture, c'est qu'il n'y a pas de mesures qui s'appliquent aux importations agricoles américaines, alors que, sans vouloir faire les couvertures auxquelles vous avez échappé, il y a un certain nombre de mesures qui auraient pu être nuisibles à notre agriculture par des règles sur les intrants, sur les exportations américaines. Donc ça n'est pas ça n'est pas sur la table. Maintenant, sur les exportations françaises, notamment le ministre parlait des vins et spiritueux, qui sont un sujet important pour nous. On n'a pas encore d'atterrissage. Totalement exclu que la France vote contre cet accord lors du Conseil européen, si ça prend le chemin d'un vote. On n'est pas, d'abord, on n'en est pas là. Et ce qui a pu parfois vous surprendre ces 6 derniers mois, c'est que l'Union européenne est restée très unie, avec parfois des nuances et des divergences sur la stratégie et la méthode. On l'a dit, mais il faut en être lucide. Mais par contre, on est toujours solidaires ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un État qui menace quoi que ce soit. L'accord, il a été acté par la présidente de la Commission européenne et nous en sommes d'abord solidaires. Il reste, dans les prochains jours, des négociations extrêmement importantes. Et nous, effectivement, on veut que notre voix soit entendue, notamment sur des secteurs clés, je le répète, les vins et spiritueux en étant, parce que ce sont des économies qui dépendent beaucoup du marché américain, qui dépendent des exportations, de façon importante en général, et qui ne sont pas délocalisables et qui sont aussi l'identité de nos territoires. Et donc la priorité, c'est de se concentrer sur la fin de la négociation pour défendre au maximum nos intérêts. On n'en est pas du tout à se demander s'il puisse y avoir un vote opposé ou pas. On est ensemble en Européens là-dessus, on est en soutien à la Commission et on veut le meilleur deal possible à la fin. Dernière question, ce que vous avez faisait un coup, vous demandez précisément sur la
Je dis juste que le principe de base de Donald Trump depuis son nouveau mandat sur la question commerciale est de dire que sur la balance des biens, les États-Unis sont fortement déficitaires vis-à-vis de l'Union européenne au détriment des États-Unis. Je reprends ces éléments de langage, ce ne sont pas les nôtres. Nous le contestons parce que nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur la façon de considérer ces déséquilibres commerciaux. Mais s'il en est ainsi, alors la balance est inversée sur les services. Et les États-Unis sont fortement excédentaires vis-à-vis de l'Union européenne sur la balance des services. Et donc quand je dis que rien n'est tabou, c'est-à-dire que les équilibres, s'ils doivent être complets et cohérents, doivent aussi se faire sur l'ensemble de la balance et pas uniquement sur celle des biens. Et ça, c'est un travail qui ne peut pas être fait uniquement en franco-français, qui doit être une discussion que nous souhaitons aussi avec les autres États membres. Voilà où nous en sommes là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon été à ceux qui prennent les vacances. Bon été.